Si vous êtes encore debout, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Nous allons débuter dans quelques instants cette soirée du Trophée des régions de la DFCG. Je suis Xavier de Bontrite, je suis journaliste à Rennes et très heureux d'être à vos côtés pour animer cette soirée. Merci de prendre place pour celles et ceux qui nous rejoignent. Et je vais tout de suite inviter Bruno Delègue, le président de la DFCG, à venir à mes côtés. Je le cherche du regard. Bruno, où êtes-vous ? C'est vrai qu'on n'a pas une vision très très claire de la salle. Est-ce que Bruno Delègue est parmi vous? J'ai besoin de lui pour démarrer. On le cherche, me dit-on. Voilà. Il ne va pas tarder à nous rejoindre. Alors je vais vous donner quelques informations sur la soirée, en attendant qu'il ne me rejoigne et qu'il vous explique la quintessence de ce trophée. Vous dire quand même que c'est la première fois qu'un tel trophée des régions est organisé ici dans le cadre de Financium à Paris. Des trophées régionaux. Voilà, Bruno est avec nous. Merci de me rejoindre, cher Bruno. J'étais en train de commencer à dévoiler l'originalité de la soirée qui nous réunissait ce soir. Mettez-vous ici, voilà, et vous avez un micro qui devrait vous être apporté. Il doit fonctionner normalement. Ça devait être comme ça que les choses étaient prévues. Voilà, il fonctionne, me dit-on. C'est parfait. Alors oui, Bruno Delègue, je le disais, vous êtes le président de la DFCG et nous organisons ce soir une soirée de remise de prix, les trophées des régions. C'est la première fois qu'une telle manifestation est organisée. Expliquez-nous pourquoi. Oui, bonsoir déjà à toutes et à tous. J'ai eu la chance de faire le tour des régions, quasiment toutes les régions, pour participer aux différents trophées. Et je constate à chaque fois, dans chacune des régions, d'abord de très très beaux projets et ensuite des aventures entrepreneuriales de premier plan. Et nous avons souhaité cette année lancer une grande nouveauté dans le cadre de Financium, mettre en avant nos talents régionaux et mettre en avant les talents régionaux de nos directeurs et directrices financières. Ça nous a semblé extrêmement important de le faire dans le cadre de Financium. Et donc on a créé cette soirée, le Trophée des trophées régionaux, qui invite chacun des lauréats de chacune des régions. Alors tout le monde n'a pas pu venir, eu égard à la situation que vous connaissez tous. Alors certains sont néanmoins présents par vidéo interposée, voilà. D'autres malheureusement n'ont pas pu trouver de moyens pour nous rejoindre ce soir, ils en sont désolés. Merci et bravo à ceux qui sont là et à vous qui avez bravé toutes ces intempéries sociales entre guillemets. Et je trouve que c'est une belle occasion de mettre en avant nos régions et d'élire. Alors il y aura 2 votes, on va expliquer le public, on va expliquer ça tout à l'heure, le public et les présidents de région pour élire le lauréat régional qui semble être pour le public et pour les présidents de région le meilleur. Voilà. Mais ceci étant dit, vous êtes tous les meilleurs puisque vous êtes là ce soir. C'est une soirée qui est rendue possible aussi par le concours de partenaires hein, qui ont répondu présent à cette idée que vous venez d'exprimer, Bruno Delègue, qui voulait être à vos côtés pour accompagner ces réussites régionales. Alors rien ne peut se faire sans nos partenaires, en effet, et donc nous sommes accompagnés ce soir par des partenaires absolument. Voilà, dont on aperçoit les noms, Kiriba et l'ordre des experts comptables. On les retrouvera un peu plus tard dans la soirée. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs temps forts dans le cadre de cette soirée. Nous allons débuter notre remise de prix avant de découvrir les lauréats par une mise en perspective. Je sais qu'à Financium, vous aimez questionner le sens. Sens et complexité a été le thème, le fil conducteur de ces 2 journées. Eh bien, nous allons discuter de cette complexité et du sens, notamment en regardant en quoi la finance peut être durable. Et c'est dans quelques instants, en compagnie de Charlotte Garde, qui est économiste et qui va nous parler de ce sujet. Nous allons l'accueillir dans quelques instants. Et puis, après son intervention, nous allons effectivement découvrir les lauréats. Alors, celles et ceux qui sont physiquement parmi nous, ils ne sont malheureusement pas les 10 présents comme nous l'avions imaginé, avec à chaque fois une gageure, hein, une performance qui va leur être demandée. Vous savez, les uns et les autres portent des projets qui s'inscrivent à la fois dans la durée et puis dans la complexité. Et là, on va leur demander en 3 minutes, montre en main ou presque, de réussir à nous délivrer la quintessence de ces projets d'expertise financière de haut niveau. Et comme ça, vous allez pouvoir aussi vous faire une petite idée
idée de leur parcours et de leur stratégie. Et puis une fois que nous aurons effectivement pris connaissance de ces lauréats régionaux, eh bien il sera venu le moment du vote, double vote, un vote dans le public. Vous allez pouvoir, et nous ferons à ce moment-là les explications qui s'imposent, vous faire voter avec l'application Klaxoon, qui est une application très simple qui vous permettra de choisir parmi les lauréats régionaux celui qui a votre préférence. Et puis les présidents de jury, pendant ce temps-là, les présidents de région, pardon, se réuniront en jury pour délivrer leur prix. Alors peut-être que les deux, le public et les présidents auront le même choix, mais peut-être pas. C'est ce que nous découvrirons en présence de nos partenaires, justement de vos partenaires, de Kiriba et de l'ordre des experts comptables, un peu plus tard dans la soirée. Voilà, je crois avoir été complet dans la présentation. Avez-vous à ce stade un mot à ajouter, Président ? Eh bien, écoutez, bonne chance. Voilà, c'est ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup Bruno Delague, à tout à l'heure pour les résultats. Je vous invite à regagner vos places et je vais tout de suite inviter Charlotte qui est derrière moi, Charlotte Garde, à venir à mes côtés. Vous êtes économiste, vous êtes notamment membre d'un jeune think tank qui s'appelle BSI Economics, qui réunit de jeunes économistes. Voilà, installez-vous confortablement. Et vous êtes également une enseignante économiste au sein de Paris 2 Panthéon Assas. Et vous faites... c'est ce qui nous rapproche du sujet dont vous allez nous entretenir ce soir. Vous venez des travaux de thèse autour de la finance durable au sein de la Direction Générale du Trésor. Voilà, la présentation est presque complète. Vous avez choisi ce soir de nous parler, je le disais en introduction, de finance durable. C'est pas un oxymore, hein, ce ne sont pas des mots opposés. Finance durable du global au local, avec cette idée que finalement les entreprises et le secteur financier avait un rôle important à jouer dans les territoires quand on parle de transition bas carbone. Alors je vous laisse nous éclairer sur ces questions. On prendra le temps à l'issue de votre présentation de pouvoir avoir un petit échange avec vous dans la salle aussi. C'est à vous. Merci beaucoup Xavier. Merci à tous de m'accueillir. Vous m'entendez ? Parlez bien, oui, parlez tout près comme ça. Pardon. Collez votre micro. C'est l'habitude chez moi de parler dans un micro. Voilà. Et là on va bien vous entendre. Je suis effectivement ravie d'intervenir ce soir auprès de vous tous. C'est très difficile d'intervenir après Yann Athius-Bertrand, donc je vais essayer d'être à la hauteur. Vous êtes sans photo, vous n'êtes pas venu avec des photos? Non, je fais de la photo, mais pas à son niveau. Alors effectivement, je m'occupe de finance durable. Comme vous l'avez très bien souligné, ce n'est pas un oxymore. Qu'est-ce que c'est la finance durable? Alors c'est la volonté de verdir le secteur financier. Alors jusqu'ici, vous vous dites, effectivement, ça paraît assez limpide. À vrai dire, il y a deux objectifs principaux, si l'on veut bien organiser les choses. Le premier, c'est le financement de la transition énergétique et écologique. À savoir qu'au vu de l'accord de Paris, qui a été signé à la suite de la COP21, qui s'est tenue à Paris du coup en décembre 2015, l'article 2.1, pour être tout à fait précise, indique qu'il s'agit de rediriger les flux de capitaux vers la transition bas carbone. En effet, les flux publics aujourd'hui, les investissements publics ne suffisent pas. Je pense que c'est quelque chose qui vous paraît assez évident. Et c'est la raison pour laquelle les flux de capitaux qui aujourd'hui financent tout un tas de projets qui ne sont pas forcément verts, mais qui peuvent également l'être, doivent être redirigés vers une transition économique qui se veut durable et bas carbone. Le deuxième objectif de ce qu'on appelle la finance durable aujourd'hui, c'est également la possibilité pour le secteur financier de prendre en compte les risques qui émanent dus au changement climatique sur le secteur financier. À savoir qu'aujourd'hui, la manière dont on évalue les risques sur la stabilité financière est largement due à des risques de crédit, de taux, de contrepartie, etc. Or, le changement climatique revêt trois types de risques. Et c'est Marc Carney d'ailleurs qui l'a dit, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada et actuel gouverneur de la Banque centrale du Royaume-Uni. Et il a présidé le Conseil de stabilité financière et il a établi une typologie de trois risques qui vont vous paraître, j'espère, assez limpides. Le premier, c'est un risque physique, à savoir que la hausse du rythme des catastrophes naturelles et le renforcement du changement climatique revêt des risques sur les bâtiments, sur les populations bien évidemment, mais également du coup sur les investissements qui sont faits dans des projets d'entreprise très concrets dus au changement climatique. Le second risque, c'est un risque qu'on nomme un risque de transition, à savoir que la transition bas carbone implique donc du coup de rediriger ces flux de financement vers des projets bas carbone et du coup certains actifs vont nécessairement, si ce n'est pas déjà le cas, voir leur valeur se déprécier. L'exemple le plus
le plus évident reste le charbon, bien évidemment. L'objectif aujourd'hui est de stopper tout financement de centrales à charbon. Et le charbon qui aujourd'hui, jusqu'à récemment, avait une valeur assez élevée, voit sa valeur se déprécier. C'est l'exemple le plus évident de ce fameux risque de transition. Et le troisième risque est un risque dit de contentieux, à savoir qu'aujourd'hui, la majorité, une grande partie en tout cas des États et des entreprises se voient opposer ce risque de contentieux qui risque de devenir de plus en plus important au fil des années. Les Pays-Bas, par exemple, ont été l'un des pays qui a été, dont l'action climatique a été revendiquée devant des tribunaux par des ONG, la France également, mais tout un tas d'entreprises également, notamment aux États-Unis. Donc, ceci dit, la finance durable, c'est donc ce double objectif. C'est donc un objectif clé de politique publique, mais aussi un objectif clé de transformation des entreprises. En effet, il est vrai que les projets bas carbone rencontrent aujourd'hui des problématiques de rentabilité des projets d'investissement bas carbone, alors que la priorité est bien évidemment à la réduction massive des émissions de gaz à effet de serre, de l'ordre de 4% par an, ce qui est énorme. Et les outils de tarification et de soutien budgétaire qui existent aujourd'hui sont importants, bien évidemment, mais ne sont pas suffisants. Or, aujourd'hui, on a des imperfections de marché qui font que ces projets rencontrent des contraintes de financement, et c'est l'un des objectifs de la finance durable. L'autre objectif consiste, bien évidemment, au vu des risques que je vous ai évoqués, de désinvestir de certains secteurs qui sont aujourd'hui beaucoup trop polluants, pour le dire simplement, afin d'investir dans des secteurs beaucoup plus durables. C'est la raison pour laquelle le secteur financier joue un rôle clé dans la transition bas carbone, et c'est la raison pour laquelle la finance durable n'est pas un oxymore. Et c'est ce pourquoi la France a souhaité jouer un rôle de leadership, je dirais, en la matière, en particulier suite à l'accord de Paris de 2015. Or, il y a aujourd'hui deux leviers qui sont nécessaires à la transformation du secteur financier, transformation qui passe d'ores et déjà, parce que le législateur européen surtout y travaille, qui passe par exemple par la modification des exigences prudentielles ou la mise en place de labels pour les fonds d'investissement. Mais deux leviers sont nécessaires à ce développement de la finance durable. Le premier est l'élaboration de ce qu'on appelle une taxinomie, à savoir une classification des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental. Parce qu'aujourd'hui, dire ce qui est vert, ça paraît très simple, mais en réalité, c'est extrêmement complexe. Il s'agit effectivement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais sans porter atteinte à d'autres objectifs environnementaux de l'Union européenne, tels que la préservation de la biodiversité, qui est nécessaire à la survie de l'espèce humaine, la préservation des ressources halieutiques et marines, la prévention de la pollution de l'air, etc. Donc, cette classification des activités économiques durables, elle se fait aujourd'hui au niveau européen. Il y a un règlement qui est en cours d'élaboration et qui va permettre d'avoir un langage commun sur le verdissement du secteur financier dans les années à venir. Le deuxième levier nécessaire au développement de la finance durable, c'est l'information extra-financière qui émane des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, comme vous le savez même mieux que moi, publient des rapports extra-financiers. Or, ce sont d'excellents rapports, mais qui ne sont pas nécessairement très faciles à lire déjà. Et surtout, la qualité de l'information, la comparabilité à la fois au sein d'un même secteur ou entre plusieurs secteurs est extrêmement difficile. C'est rendu difficile du coup pour les investisseurs, et donc lorsqu'on demande à un investisseur justement de rediriger ses flux de capitaux vers certains secteurs de l'économie, il faut lui donner l'information nécessaire des entreprises sur le terrain, celles qui s'engagent ou non d'ailleurs, mais dans la transition énergétique. Et donc cette information extra-financière, l'État et l'Union européenne y travaillent également afin de pouvoir justement rendre tout cela beaucoup plus limpide. Donc justement, afin de donner à la fois du sens à la finance et au vu de la complexité des enjeux qui sont face à nous et qui a bien évidemment très bien exposé. Vous êtes bien dans le thème de Financium, hein, voilà. Sens et complexité. On se dit, mais quid du niveau régional? Parce que lorsqu'on m'a demandé, pour être tout à fait honnête, de préparer cette intervention, il est vrai que, bien que je travaille sur ces sujets depuis quelques années déjà, le niveau régional est souvent assez exclu finalement des réflexions, ce qui vous étonnera certainement pas, parce que c'est aujourd'hui, l'État est tellement centralisé qu'on pense beaucoup à Paris sans nécessairement penser dans les territoires, encore davantage au niveau européen. Or, les entreprises, elles évoluent dans des territoires donnés, avec des bassins d'activité donnés, et agir sur la transition énergétique et écologique, c'est bien évidemment permettre aux entreprises également d'agir au sein d'un territoire. Donc,
En outre, les territoires sont au cœur de la transition énergétique pour diverses raisons. Les collectivités territoriales, par exemple, consomment, produisent, distribuent de l'énergie, et elles sont surtout le lieu de synergie, de concertation des acteurs économiques, dont les entreprises. Et ces collectivités territoriales, les territoires plus généralement, ont des besoins spécifiques en matière de financement et requièrent du coup une expertise, une ingénierie financière particulière. On pourrait donc qualifier, à mon sens, le rôle des territoires de deux manières. D'abord, au niveau des collectivités territoriales, il est vrai que l'enjeu aujourd'hui, c'est de catalyser l'accès au financement, car les collectivités territoriales ont, comme vous le savez certainement également mieux que moi, mais des spécificités de financement très précises et des difficultés de financement également. Or, on voit aujourd'hui un rôle de plus en plus important des organisations internationales dans ce domaine. Donc là aussi, on pourrait penser que c'est un oxymore, penser du global au local. On pense que voilà, ceux qui réfléchissent à l'ONU ou dans des organisations internationales ne pensent pas au territoire. Alors, on voit que c'est de moins en moins vrai, et heureusement. On a par exemple le cas de la Convention mondiale des maires. C'est une convention qui regroupe 8000 collectivités territoriales dans plus de 500 pays. Et cette convention, c'est pas seulement une jolie convention et de jolis événements tels que celui-ci dans de belles salles à New York. C'est via l'ONU et via le programme de la Banque mondiale la possibilité pour ces 8000 collectivités territoriales d'avoir un appui politique, mais surtout un appui technique et de financement pour pouvoir mener à bien des projets de transformation énergétique et écologique. On a par exemple le cas on voit, excusez-moi, qu'il y a un besoin de l'ordre de 4,5 milliards de dollars par an de financement en infrastructures urbaines, des infrastructures qui seraient faibles en émissions de gaz à effet de serre, mais qui seraient également résilientes et qui s'adapteraient au changement climatique. Or, ces financements ne peuvent pas uniquement émaner des collectivités territoriales via leur mécanisme de financement, je dirais, classique, et c'est la raison pour laquelle ces organisations internationales, telles que la Convention mondiale des maires, aident au financement de tels projets. Des mécanismes innovants de financement existent également dans les territoires. On pense aux mécanismes de crowdlending, on pense aux coopératives, on pense à certains fonds d'investissement locaux, à l'image par exemple du Paris Fonds Vert qui a été mis en place il y a peu de temps. Paris a été d'ailleurs l'une des premières villes dans le monde à émettre une obligation verte. Donc ça montre que les choses sont en train de bouger en termes de financement et c'est du coup très bien. Alors ce premier point, c'est donc au niveau des collectivités territoriales, mais au niveau des entreprises qui du coup agissent dans ces bassins industriels et dans ces territoires aux problématiques à la fois économiques mais également environnementales données, le rôle des entreprises, il est donc clé. Et c'est la raison pour laquelle il est vraiment important pour les entreprises d'avoir une connaissance des enjeux à la fois environnementaux mais également sociaux et plus largement économiques du territoire. Et c'est la raison pour laquelle l'information extra-financière qui émane de ces entreprises est d'autant plus importante. Et aujourd'hui, moi qui m'occupe par exemple de ce sujet dans mon travail, je vois très bien que dans les rapports des entreprises, il y a peu de prise en compte de cet aspect territorial. Alors il est vrai que pour une entreprise, une multinationale, il est effectivement difficile de pouvoir se concentrer sur chacun des territoires dans lesquels elle évolue. Néanmoins, je pense que pour tout un tas d'autres situations, ça serait une possibilité, en particulier pour les entreprises de taille intermédiaire, voire pour les PME. Et en deuxième lieu, je pense qu'au niveau des entreprises, il est effectivement également important de penser à l'ensemble de ces mécanismes financiers innovants qui émergent. Il y a effectivement le prêt bancaire, mais il y a d'ailleurs le prêt vert se développe, mais il y a tout un tas d'autres mécanismes de financement qui peuvent être utiles. Et je vous invite donc, en tant que directeur financier d'entreprise, à regarder ce qu'il se passe dans le domaine de ce qu'on appelle la finance durable au niveau français, au niveau européen, mais également au niveau international, parce que il y a un foisonnement d'initiatives qui justement vont pouvoir à terme, et on espère à horizon même 2030, pouvoir rediriger les flux de capitaux vers la transition bas carbone dont on a besoin. Il s'agit vraiment à la fois de la résilience des entreprises dans une transition bas carbone, résilience qui est essentielle tant pour le modèle économique de l'entreprise que pour les personnes qui en font partie. Et il est vrai que c'est également un levier de compétitivité pour les entreprises françaises, européennes plus largement, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe en matière de transition écologique et surtout de finances durables se passe essentiellement au sein de l'Union européenne. Il est vrai que beaucoup d'entreprises se posent la question de « Ah oui, mais moi, si j'avance en premier et mon concurrent américain ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, il est effectivement très facile de répondre lorsqu'on n'est pas nous-mêmes directeur financier
d'une entreprise, mais on dit bien que, eu égard à la volonté même des plus gros investisseurs mondiaux d'effectuer cette transition bas carbone, il est beaucoup plus intéressant pour une entreprise européenne et française de commencer à s'investir dès maintenant, parce que l'appétit des investisseurs est là, et les effets du changement climatique se font déjà sentir. Il y a encore quelques années, on parlait du changement climatique comme un problème de long terme. C'est un problème sur le long terme, mais ce n'est pas un problème qui va arriver à long terme. C'est un problème qui est déjà là présent. Et on voit déjà des cas d'entreprises qui font faillite, des entreprises financières également, des assurances en particulier, mais également certaines banques, en particulier aux États-Unis, qui font faillite. Donc c'est vraiment un problème concret, financier. D'ailleurs, on parle d'informations extra-financières, mais à mon sens, il s'agit plus d'informations pré-financières, parce que tout ce dont on parle, tous les sujets environnementaux, climatiques, sociaux qui émergent du changement climatique, qui est probablement le problème le plus important de notre temps, ont déjà, ou alors auront à court, voire moyen terme, des conséquences financières. Donc il est vraiment important de prendre en compte ces enjeux-là. Voilà. Merci beaucoup Charlotte Garde. C'est tout à fait clair. Vous nous avez beaucoup parlé d'informations extra-financières. On va peut-être revenir un petit peu pour définir les outils qui sont en train, on le sait, d'être constitués pour donner la pleine mesure de la notation, de l'évaluation de ces problématiques dont vous dites qu'il est important de les intégrer dans l'analyse économique. Vous avez des exemples à nous donner peut-être des outils. On en parle beaucoup aujourd'hui, notamment en matière de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. Comment mesurer, comment évaluer, c'est le grand sujet du jour et du moment. Alors le grand sujet, c'est effectivement... Alors, je pense que le sujet de la notation, de l'évaluation, il vient en second lieu. Ce que j'entends par là, c'est qu'on peut faire énormément de choses en matière de réglementation financière, on peut faire énormément de choses en matière de notation, tant qu'on n'a pas ce que j'appellerais la donnée extra-financière, à savoir c'est vraiment cette information brute, je dirais même, qui émane des entreprises. Il est impossible, tant pour une entreprise même ex post que pour un investisseur, pour l'État, pour une agence de notation, de faire quoi que ce soit. Alors en matière d'information extra-financière, en France, on a été assez précurseurs parce qu'on a eu des réglementations dès le début des années 2000 qui ont requis des entreprises d'être transparentes sur les sujets environnementaux et sociaux. C'était pas le cas dans l'immense majorité des pays du monde. On a eu un droit européen en la matière à partir de 2014. On voit aujourd'hui que les entreprises sont effectivement extrêmement transparentes en publiant comme je l'ai dit tout à l'heure, des rapports extrêmement épais qui sont très intéressants à lire, mais qui sont très très difficiles d'appropriation par un investisseur final et qui sont en outre assez difficiles en termes de lecture eu égard au fait que les méthodologies de mesure sont extrêmement différentes. J'aime le dire assez cyniquement et je m'en excuse, mais il est vrai que lorsqu'on regarde les rapports aujourd'hui des entreprises, donc c'est généralement des entreprises cotées qui sont tenues par le droit européen de publier de telles informations, lorsqu'on lit ces rapports, on voit que tout va bien. C'est du greenwashing pour parler non, brutalement. pas du greenwashing justement, mais parce que les données sont pas mesurées en fait de manière comparable au sein d'un même secteur ou même entre secteurs d'activité. Difficile de savoir exactement. Et c'est pas uniquement, si j'ose dire, la faute des entreprises. C'est la faute à tout le monde là-dessus. Mais lorsqu'on lit ces rapports, on s'imagine que tout va bien. On se dit super, les émissions de gaz à effet de serre de telle entreprise ont baissé et des choses merveilleuses ont été faites. Et c'est vrai. Or, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Donc on se dit il y a peut-être un petit problème. Et c'est la raison pour laquelle cette information extra-financière, elle doit à notre sens être davantage structurée, beaucoup mieux harmonisée. Et encore une fois, il en vient même de la méthodologie de mesure initiale pour une entreprise, de savoir par exemple quelles sont ses émissions de gaz à effet de serre sur un même périmètre, etc. Et là, on verra que les données seront différentes et les entreprises, du coup, s'approprieront également cette information différemment. Vous êtes économiste, justement, la science économique peut nous aider à se doter de ce corpus-là d'analyse partagée et non attaquable d'une certaine manière ? Oui, totalement. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, les économistes s'intéressent de plus en plus au changement climatique. Heureusement, les modèles économiques de croissance notamment, mais également d'évaluation financière des entreprises ne prennent pas en compte ces questions-là et ne prennent pas en compte surtout l'incertitude qui existe autour du changement climatique par rapport à d'autres risques qui existent. Il est beaucoup plus difficile d'évaluer quand est-ce exactement ce risque va se matérialiser. Et je pense que c'est là que la science économique a énormément de choses à offrir. Oui. Vous avez encore un peu de travail devant vous. Oui. Y a-t-il des questions dans la salle adressées à Charlotte Garde sur cette problématique passionnante de la finance durable ? Est-ce que vous souhaitez
apporter des questions. Alors je ne vous vois pas, je suis comme Emmanuel Cuny tout à l'heure, je ne vous vois pas du tout. Donc je ne sais pas si vous avez envie de lever la main ou de vous manifester. Si tel est le cas, faites-le de manière suffisamment manifeste, justement, pour que l'on puisse vous apporter un micro. J'en déduis par votre silence que votre exposé était tout à fait clair et limpide. Une dernière question, juste avant de se quitter, Charlotte Garde, justement, on va découvrir là dans quelques instants des initiatives, des projets portés par des directeurs financiers et des spécialistes du contrôle de gestion dans les régions, dans les territoires. On va voir que lorsque les entreprises ont la capacité de développer leur stratégie in situ, ça produit de très bons résultats. Il faut avoir ce maintien des centres décisionnels dans les territoires pour que ça puisse bien fonctionner, cette approche finance durable et territoriale, comme vous l'avez expliqué. Ah oui, bien évidemment. Enfin, je pense que ça va pas vous étonner que je dise ça. Ça paraît assez évident eu égard à l'événement auquel on participe. Mais effectivement, je pense que j'invite d'ailleurs l'ensemble d'entre vous à bien discuter avec les directeurs financiers justement du siège qui sont parfois à Paris ou même au niveau européen. Il y a énormément d'associations au niveau européen qui existent. Je pense que c'est un moment nécessaire sur tout un tas de sujets et en particulier sur celui-ci. On oublie beaucoup trop, à mon sens, l'échelon territorial. C'est mon opinion tout à fait personnelle, mais je pense que c'est effectivement très important. Eh bien, en tout cas, c'est bien de l'avoir rappelé. Merci beaucoup, Charlotte Garde, pour nous avoir éclairé en ce début de soirée sur la finance durable et son impact. À bientôt. Allez-y, allez-y. On va continuer, nous, justement, avec la découverte, dans quelques instants, des lauréats, des trophées des régions. Alors, vous savez, Bruno Delègue le rappelait tout à l'heure, il y a déjà depuis plusieurs années, dans les différentes régions que constitue l'association des FCG, des cérémonies de trophées, donc des lauréats régionaux. C'est la première fois qu'ils sont réunis ensemble à Paris, à Financium. Et donc, je vais inviter les présidents de région. Alors, il aurait dû y en avoir 10. Je sais que les 10 ne sont pas là, mais celles et ceux présidents de région des FCG qui sont dans la salle, je vous invite à venir à mes côtés pour pouvoir lancer la soirée. Merci, vous vous êtes reconnus, alors je vous invite à prendre place. Voilà, voilà. Et je sais qu'il y en a certains qui seront malheureusement absents. Prenez place, installez-vous confortablement. Voilà, oui, il y en a quand même pas mal, je les compte. Il y a des représentants aussi de présidents, voilà. 2, 4, 6, 7, oui, il en manque 2 ou 3. Le principe est simple, vous n'êtes pas là simplement pour la photo, chère présidente et président de région, et il va vous revenir le rôle d'appeler vos lauréats à venir à nos côtés, et chacun et chacune pourront présenter le projet pour lequel il a été distingué à l'échelon régional. Alors, on aurait dû commencer l'ordre de passage. Vous allez vous demander comment il a été trouvé. Est-ce que c'est un ordre alphabétique, un tour de France régional selon le sens des aiguilles d'une montre? Non, pas du tout. Finalement, les organisateurs se sont souvenus de l'ordre tout simplement d'organisation des différents prix régionaux qui se sont succédés depuis le printemps jusqu'à tout récemment. Je crois que les tout derniers ont eu lieu il y a quelques jours à peine. Et donc c'est ce principe-là d'antériorité et chronologique qui a été retenu. Alors on aurait dû commencer par le premier prix régional. C'était les amis de la Côte d'Azur qui étaient partis les premiers. Malheureusement, eux sont partis, mais pas leur avion. Et Amandine Mélira, qui est la présidente de la région Côte d'Azur, aurait dû être à nos côtés avec le lauréat régional, dont je vais dévoiler le nom, mais qui n'a pas pu être avec nous. Il s'agit de Christophe Tronchet, qui est le directeur administratif et financier de Monaco Télécom. Il était pourtant tout à fait enthousiaste à l'idée de participer à cette soirée. Je l'ai encore eu hier au téléphone, justement, et il avait un beau projet de croissance et de pilotage à nous présenter, mais malheureusement, il n'est pas là pour pouvoir le faire, et sa présidente non plus. Donc on va commencer directement avec le deuxième lauréat, c'est la région des Hauts-de-France, représentée par le président Éric Mériot, qui est là. Bonsoir Éric, je vous donne le micro. Vous êtes venu avec votre lauréat, tout va bien. La liaison Lille-Paris a été faite sans trop d'encombre. C'est la campagne de Paris. Hein. Voilà. En 1 heure, on est là. 2 heures en voiture. Alors je vous invite à annoncer le nom de votre lauréat régional. Mon lauréat, c'est le meilleur, Jérôme Mons, Société Le Safre, une multinationale. Il a fait un projet sensationnel. Eh bien, on va lui demander de venir à nos côtés pour nous en parler. Merci beaucoup, Eric.
Jérôme Ronze, vous êtes le directeur financier du groupe Le Saffre, le spécialiste de la levure et de bien d'autres ingrédients indispensables. Et vous avez piloté un projet qui s'inscrit, je disais tout à l'heure, souvent les projets s'inscrivent dans la durée. Je pensais un petit peu à vous en disant ça parce que effectivement, il a duré près de 3-4 ans. Il s'appelle Horizon. C'est une vision managériale des résultats. Et je vous laisse nous expliquer de quoi il s'agit. Peut-être un mot sur Le Saffre d'abord pour nous rafraîchir la mémoire sur cette excellente ETI. Bien sûr, un petit mot sur le groupe Le Saffre, donc qui est l'acteur de référence dans la levure et les solutions de fermentation, et du coup qui est à ce titre au cœur des enjeux sociétaux actuels, à savoir nourrir durablement et durablement la planète. Voilà. Donc c'est un groupe familial qui a plus de 165 ans d'histoire et qui fait à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires et qui emploie un peu plus de 10 500 collaborateurs. Voilà, on a les chiffres derrière vous. Le projet sont les seuls chiffres que je vais donner, voilà, d'ailleurs, je vous confirme. J'aurais dû l'ajouter, en tant que journaliste, on sait que malheureusement, vous êtes un groupe très secret, qui ne partagez pas beaucoup d'informations. Mais là, ce soir, vous allez faire une exception pour nous parler de ce fameux projet Horizon que vous avez piloté avec vos équipes. De quoi s'agit-il? Alors, paradoxalement, moi, j'ai pas beaucoup envie de vous parler d'un projet ce soir. J'ai plus envie de vous parler de la formidable aventure humaine qui a été vécue par les équipes du groupe et par moi-même à l'occasion de ce projet, donc projet Horizon. Le projet, c'est un projet de transformation profonde du système d'analyse de la performance du groupe et donc par extension un projet de transformation profonde du groupe. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a constaté? Constaté qu'on avait un reporting qui était formidable, un reporting qui était fiable, reporting qui était établi dans les délais impartis, un reporting qui était exhaustif, mais en fait qui manquait sa cible. Qui manquait sa cible parce que tout simplement, il ne répondait pas totalement aux besoins des opérationnels. Première chose. Et deuxième chose, il ne correspondait pas à l'organisation managériale du groupe, qui est principalement régionale. Et donc on a travaillé sur 2 axes. Le premier, c'est l'établissement, c'est la transformation en fait d'un compte de résultats statutaire, donc d'un compte de résultats par origine sur la base des entités de production, à un compte de résultats par destination, et donc sur la base des zones commerciales qui sont gérées par le groupe. Donc ça nous a apporté un certain nombre de nouveautés. D'abord, d'avoir une meilleure visibilité sur la performance des régions, des sous-régions et des pays, en ligne avec l'organisation du groupe. Ça, c'est le premier point, le premier axe du projet. Le deuxième axe du projet, ça a été d'établir des marges consolidées. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert? Dans un groupe qui a plus de 65 usines de par le monde, où il y a énormément d'échanges intercompagnies entre les différentes usines, l'analyse des marges qu'on avait était tronquée, a été polluée par les prix de cession internes qu'on a entre les différentes usines. Et donc il était important d'établir ces marges consolidées qui évaluent en fait l'ensemble de la chaîne de valeur du groupe, du prix de revient de production jusqu'au prix de vente final au client. Et donc ça nous a permis plusieurs choses. D'abord d'avoir une visibilité bien plus importante sur les marges par famille de produits. Première chose. Deuxième chose, ça nous a permis d'avoir une gestion beaucoup plus dynamique de nos prix de vente. Et troisième point, ça nous a permis également de prendre certaines commandes qu'on ne prenait pas auparavant. Pourquoi on ne les prenait pas auparavant? Parce que simplement, on avait une vision tronquée des marges qu'on faisait, puisqu'elles étaient basées sur des prix de transfert. Et là, tout d'un coup, on voit la marge complète qui est faite sur une affaire, et on est en mesure de dire, oui, on peut prendre cette affaire, elle est rentable pour le groupe. Donc voilà un peu les deux axes majeurs du projet. C'est terminé aujourd'hui ce projet, il est abouti. Le projet est terminé, je vais y venir. Juste c'est une très bonne question parce que sur le déroulé du projet, en fait le projet a duré 3 ans, donc c'était un projet qui était long, difficile. Je vais vous dire très honnêtement, certains jours l'horizon était plutôt bas et noir. C'est vraiment compliqué. Et 3 ans pour un projet, c'est difficile à tenir. Et il faut former les équipes à ça.
Il faut les former à courir le marathon, à tenir jusqu'au bout, jusqu'au 42e kilomètre, et qu'ils ne s'essoufflent pas au bout de 100 mètres. Donc première chose en termes de gestion de projet, formation des équipes, animation des équipes. Le deuxième élément sur la gestion de projet, ça a été la gestion du changement. Parce que tout d'un coup, on a transformé complètement tous les repères qu'avait le groupe, tous ces indicateurs. Alors on avait dit 3 minutes, on a déjà un petit peu dépassé. Je dois juste conclure. On va conclure. Et juste pour terminer. Vous avez derrière vous un jury impitoyable qui me rappelle à mon ordre de gardien des horloges. Vous voyez. Mais je vois qu'Eric est absolument flexible. Voilà, il reste 30 minutes, c'est parfait. Pas la bonne ligne, non, juste deux mots de conclusion sur le projet. C'est un projet très technique, mais je n'ai pas du tout parlé de technique ce soir. C'est un sujet, c'est un projet, on a mis en place HFM, Hyperion Planning, mais le sujet des outils est secondaire finalement, parce qu'on sait qu'on va trouver les solutions. Ce qui est critique dans ces projets très complexes et longs, c'est l'humain, c'est la gestion des équipes. Et le dernier point que je voudrais faire, c'est le fait qu'il faut prêcher la bonne parole sans arrêt. Il faut donner du sens, pour reprendre le thème de Financium, donner du sens à ce qu'on entreprend et systématiquement garder l'œil rivé sur l'horizon qu'on s'est fixé. Voilà, merci. Merci beaucoup Jérôme Ronze, directeur financier de Le Safre. Merci beaucoup. Je vous invite à regagner votre place en attendant le vote et du jury et du public tout à l'heure. On va maintenant prendre la direction de la Lorraine. Est-ce que Bénédicte Merle, vous êtes la présidente de la région? Je sais que votre lauréat n'est pas là, je crois. Malheureusement, non. On n'est pas à la banlieue de Paris. Nous sommes à Metz et l'arrivée aurait été peut-être possible, mais le retour très très compliqué, et du coup ce candidat qui pourtant avait fait un arbitrage et sacrifié une soirée très importante pour pouvoir être parmi nous, il s'agit de Jérémy Derôme, on déclaré le découvre forfait. Voilà, on découvre Jérémy Derôme en vidéo, puisque il a fait avec les moyens du bord et rapidement une petite vidéo. Pas encore cette information, donc on va découvrir la vidéo de Jérémy Derôme, qui est le responsable administratif et financier de la société Hydro-Le Duc. C'est maintenant. Et voilà. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jérémy Derôme, je suis le lauréat des trophées des FCG pour la région Lorraine. J'aurais dû être présent avec vous ce soir, mais malheureusement pour moi, je prends le train 2 fois par an et il a fallu que ce soit pendant une grève. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour vous présenter mon projet qui m'a permis d'être lauréat pour la région Lorraine. Donc je suis directeur financier du groupe Hydro-Le Duc. Hydro-Le Duc est un groupe international basé à Azraï, près de Nancy. C'est une société qui réalise 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 65% à l'export. On est un peu plus de 300 personnes à travers le monde. Hydro-Le Duc fabrique des composants hydromécaniques, des moteurs hydrauliques ou des pompes hydrauliques, des vérins. Et nous travaillons dans différents secteurs d'activité comme les camions, les engins de travaux publics, le machinisme agricole ou encore des projets un peu plus spécifiques comme l'exploration pétrolière, l'aéronautique ou des sondes à scène. Alors, c'est ce qu'on appelle une coupe un peu brutale pour le Final Cut. Je ne sais pas si c'était la fin de la vidéo ou si c'est un problème en régie. C'est la fin de la vidéo ? C'est la fin de la vidéo. Alors peut-être un complément d'analyse et d'explication. Je pense que c'est plutôt un souci technique. Alors je vais pas vous présenter le projet à sa place, bien entendu. Par contre, voilà, il s'agissait. Ça porte haut les couleurs de l'industrie. Voilà, exactement, puisque c'était un projet d'implantation et de démarrage d'une usine aux États-Unis, donc on sait que c'est un pays pas forcément facile pour aller s'implanter, puisque effectivement.
peut-être le qualifier un petit peu de protectionniste sous certains angles. En tout cas, je sais qu'il y a eu des déboires même de dernière minute. Alors oui, effectivement, les bâtiments n'étaient pas les bons au départ. Voilà, exactement. Ils n'ont pas pu avoir les locaux qu'ils souhaitaient et ça va vraiment compliquer le projet. Ils ont réussi néanmoins à le boucler en temps et en heure. Et à honorer les premières commandes qui découlaient de cette implantation. Tout à fait, un projet qui s'est bien déroulé puisque on a choisi de le nommer nous. Voilà. Donc j'espère que malgré les contraintes techniques, vous apprécierez le fait de porter haut et fort les couleurs de la France. Oui, je peux juste rajouter, parce que j'ai eu la chance de m'entretenir quelques instants avec lui la semaine dernière dans la perspective de sa venue, et j'ai pu mesurer à quel point lui aussi, comme Jérôme Ronze tout à l'heure, était passionné par son sujet, enthousiaste et convaincu de l'utilité de cette expertise financière au service d'un projet industriel. Exactement, et lui aussi nous avait parlé des hommes d'ailleurs, puisqu'il est également DRH dans sa structure Hydroluduc. Voilà, il a les deux casquettes, vous avez raison de le rappeler. Merci beaucoup Bénédicte Merle, c'était la candidature, vous l'avez compris, de la région Lorraine. On peut l'applaudir. Alors, eh bien, évidemment, après la Lorraine, c'est l'Alsace vers laquelle on se tourne. Anne Emerlé, vous n'êtes pas là. Ben non, vous n'êtes pas là. Et Patrick Thirion non plus, me dit-on, qui est c'est le lauréat de la région, le directeur financier du groupe Synerlab. On a eu une incertitude jusqu'au dernier moment, mais non, l'Alsace n'est pas présente non plus ce soir pour les raisons précédemment évoquées. Voilà qui nous permet de regagner un petit peu du retard pris sur le minutage très très précis de cette soirée. Mais on aurait quand même bien aimé pouvoir bénéficier de la présence de Patrick Thirion. Je peux tout simplement vous dire que le groupe Synerlab est un groupe spécialisé dans la sous-traitance pharmaceutique et qu'il a récemment piloté une levée de fonds de 160 millions d'euros. Et c'est de cela dont aurait pu nous parler Patrick Thirion s'il avait été à nos côtés. Nous allons maintenant prendre la direction de la Provence avec... Elle est là. Me voilà rassuré. Marie-Hélène Pébel, vous êtes la présidente de la région Provence pour la DFCG. Je vous invite à dévoiler le nom de votre lauréat régional. Alors, je suis ravie d'accueillir Julien Coste de la société DEINNOV, qui a fait preuve... Alors, il travaille déjà dans le domaine de la santé, qui est un domaine où on fait preuve de beaucoup d'innovation. Et lui-même, dans son projet, nous a montré un projet plein d'agilité, d'innovation. Voilà des mots qu'il va falloir retenir dans sa présentation. Merci beaucoup, Marie-Hélène Pébel. Julien Coste, bonsoir, vous êtes le directeur financier de DEINNOV, une soixantaine de salariés. Vous préférez être assis, debout? Comme vous voulez. Debout, ça marche aussi. Ça marche aussi, bonsoir à tous. C'est peut-être pas mal pour 3 minutes. C'est parti. Et présentez-nous votre société et le projet qui vous a permis de remporter ce beau trophée. Effectivement, DEINNOV, tout le monde ne connaît pas nécessairement. On est une société de biotechnologie basée à Montpellier, qui entend contribuer à son modeste niveau à relever des défis majeurs, à savoir d'une part la lutte contre la résistance aux antibiotiques, donc là on est dans le domaine pharmaceutique effectivement, et d'autre part la transition vers des solutions durables pour les industries de la cosmétique et de la nutrition. Donc la société compte effectivement une soixantaine de salariés, 1500 mètres carrés de laboratoire à Montpellier, donc un environnement de blouse blanche, majoritairement une population de techniciens, d'ingénieurs et de chercheurs, de docteurs en sciences. Elle a été créée il y a une douzaine d'années par le fonds de private equity Truffle Capital. La société a levé un peu moins de 50 millions d'euros en equity depuis sa création. Elle est rentrée en bourse sur Euronext Growth en 2010. Et par ailleurs, elle est financée à la fois par des financements non dilutifs, de type BPI France ADEME, et aussi par le crédit d'impôt recherche, qui est un dispositif très important pour les PME innovantes comme DEINNOV. Donc on est sur le territoire de Montpellier, qui est une zone très dynamique au niveau des sociétés, non seulement de biotechnologie, mais des techs de manière générale, et où il y a aussi un très fort tissu académique dans le milieu des sciences de la vie, avec une histoire de la médecine que tout le monde connaît sur Montpellier. Le projet que vous avez porté, il est en lien avec cette croissance que vous venez de décrire. Hein. Justement, DEINNOV a fait un virage stratégique fin 2016, et dans ce cadre-là, début 2017, elle a repris le contrôle en fait de sa filiale dans laquelle elle avait logé son programme de recherche en antibiotiques. Donc on est repassé à 100% sur cette entité. Mais pour autant, on a fait le constat à ce moment-là que le programme de R&D n'était pas suffisamment avancé et qu'il fallait qu'on étoffe notre portefeuille de candidats médicaments dans le domaine des antibiotiques. Donc on a fait ce que font habituellement les sociétés pharma dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on s'est mis en recherche d'un in-licensing, et donc on a regardé un peu ce qu'il y avait sur le marché.
Et notre attention a rapidement été attirée par une molécule qui a été développée par une société allemande qui s'appelle Morphochem. Morphochem étant détenu par une société holding autrichienne qui s'appelle Biovertis. Le tout étant détenu par un fonds de private equity allemand qui s'appelle TVM Capital. Donc, on voit déjà que c'est compliqué. Avec voilà, tout ça. c'est pas fini. Donc en fait, ce qui nous a intéressé dans cette molécule, c'est son potentiel au niveau scientifique, au niveau brevetaire et voilà, la reconnaissance qu'elle avait déjà par les autorités de santé américaines, à savoir la FDA. Et c'est aussi le fait que, comme justement Deinov n'a pas encore de chiffre d'affaires récurrent et donc doit lever des fonds en permanence, le fait que cette molécule était accessible pour nous via en fait un montage par lequel on pouvait ne pas sortir de cash. C'est-à-dire que le vendeur, très concrètement, était ouvert à une session sans numéraire et en fait, par le biais de l'émission de nouvelles actions Deinov et d'options pour avoir éventuellement des actions à terme. C'est tout ce montage financier que vous et vos équipes ont mis sur pied pour permettre cette acquisition. Ça a été exactement. En un temps assez rapide, je crois. Disons que c'était tout ça s'est échelonné entre février et septembre l'année dernière. Et effectivement, au-delà de l'intérêt qu'on avait pour la molécule, ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'elle soit pas gratuite, mais qu'on puisse trouver une solution en fait pour pallier notre manque d'argent à mettre sur la table. La contrepartie, par contre, effectivement, c'était que le cédant souhaitait qu'on récupère le périmètre en question, à savoir les sociétés Biovertis et Morphochem. Et donc le projet sur lequel moi j'ai travaillé, parce que vous avez déjà dépassé. Voilà. C'est en fait un projet qui s'est échelonné en 3 temps. D'une part, participer au due deal avant l'acquisition et à la préparation de l'opération d'acquisition en mai 2018. Dans un second temps, participer à une levée de fonds de 9 millions d'euros dont l'objectif était justement de financer la reprise du développement de cette molécule. Et dans un troisième temps, et là c'est vraiment plus la dimension DAF aussi, prendre en compte tout ça au niveau des semestriels, puisque 2 semaines après la levée de fonds, il a fallu effectivement refléter dans nos comptes semestriels le passage de 2 à 4 sociétés sur le périmètre. Vous n'avez pas chômé. Voilà. Et depuis ça, cerise sur le gâteau, je me suis attelé à la tâche de simplifier de nouveau l'organigramme juridique du groupe pour repasser de 4 à 2 sociétés, ce qui veut dire qu'on a fait une tube sur la société française et on a fait une fusion transfrontalière sur la société autrichienne. Donc au final, et si on doit résumer le projet en une seule phrase, Deinov a acquis, sans débourser de cash, une molécule pharmaceutique très prometteuse. En même temps, elle a levé des fonds pour en reprendre le développement. Mais pour faire tout ça, il a fallu effectivement faire une opération de financement par placement privé et 4 opérations de M&A sur le périmètre de notre petit groupe. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation, Julien Coste, directeur financier de Deinov à Montpellier. Merci à vous. Je vous propose de regagner votre place et nous allons maintenant prendre la direction de Paris-Île-de-France. Comme Lefebvre Dupré, vous êtes le président de la région capitale. Je suis le co-président. Nous sommes 4 à animer cette région. C'est très bien, il faut au moins ça. Minimum, tout à fait. Et donc, vous allez nous dévoiler le nom donc, j'appelle Marie-Odile Lavenant, de la société Voltalia. La directrice financière de Voltalia. Et on va lui passer le micro. Merci. Merci beaucoup Marie-Odile d'être avec nous. Bonjour. Marie-Odile Lavenant. Voltalia, qu'est-ce que c'est? Voltalia, énergie renouvelable. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous développons, nous construisons et nous exploitons des centrales solaires, éoliennes, biomasse, hydro. Et nous exploitons nos propres centrales et nous construisons ou nous développons aussi pour des clients tiers ou des investisseurs tiers qui voudraient avoir leur propre centrale. Ça se développe pas mal, hein? Alors Voltalia, l'histoire que je vais vous raconter, ça a démarré en 2016 avec une énorme acquisition. Et en fait, cette acquisition, ça a été un Big Bang. Et le Big Bang, le départ de l'aventure que vous allez nous raconter. Alors le Big Bang, en fait, on n'a pas créé l'univers, mais on a juste aidé. En fait, on a construit le groupe Voltalia, qui aujourd'hui est un groupe international présent dans 17 pays, beaucoup au Brésil, aussi en France. Nous sommes très installés à Aix, en Provence, aussi en Grèce, au Maroc, en Jordanie, et nous développons des projets en Mexique, en Colombie. Mais pour arriver à cette situation, à cette cartographie, il y a eu cette grosse opération, une acquisition au Portugal, je crois. Alors on a fait une acquisition au Portugal et la finance a attendu que ça se passe. Non, ça me paraîtrait trop simple. Non, ce serait trop bien, sinon je ne serais pas là. Alors en fait, la finance a beaucoup aidé à structurer et à accompagner le développement du groupe, essentiellement à travers 3 leviers. Un des
premier levier, ça a été ce qu'on a appelé notre Rubik's Cube. Ça, c'est votre nom de code. Ça, c'est notre nom de code, un Rubik's Cube. Il y a des faces, il y a des couleurs, il a fallu remettre tout ça dans le bon ordre? Alors, il y a des faces, il y a des couleurs, et puis derrière, il y a des algorithmes. Parce que une des particularités des énergies renouvelables, c'est que nous avons une centrale, une société, une centrale, et donc nous avons la joie d'avoir 300 sociétés. Et aussi, comme nous construisons nos propres actifs, nous avons des règles de conso, d'élimination des actifs qui sont particulièrement intéressantes. Et donc, sur cette base-là, naturellement, chacun veut voir son compte de résultat. Donc, il faut les comptes consolidés, il faut les comptes du pays, conso, pas conso, il faut les comptes de l'activité de construction, de développement. Chacun veut son compte. Et donc, chacun veut sa face du cube. C'est une des faces. Chacun veut sa face du cube. Mais naturellement, il veut absolument rien comprendre de comment on fait l'algorithme. Et donc, un cube qui soit bien fini. Et on veut un cube qui soit bien fini. Donc, un des leviers, ça a été de développer donc un conso reporting entièrement intégré qui permette à chacun de retrouver ses chiffres. Ça, c'était le premier levier. Le deuxième levier, alors il est facile. Le deuxième levier, c'est que pour construire des centrales, il faut du cash. Donc c'est pas très compliqué, sauf que quand vous faites ça sur 17 pays, 300 sociétés, 12 monnaies, vous avez quelques petits problèmes d'organisation juridique de tous vos contrats, des problèmes d'effet de change, des problèmes de couverture, des problèmes de conso. Hein. On a IFRS 9, on a IS 23, enfin bon, tout un tas de petits trucs très sympas et qui nous a obligés, pour le bien meilleur et pour le pire, à comprendre, à maîtriser tous ces phénomènes pour pouvoir faire circuler nos quelque part 300 millions qu'on circulait pendant ces 3 ans sur le globe entier, en s'assurant que bien sûr la centrale a le cash au bon moment pour pouvoir être construite. Deuxième point, la gestion du cash optimisé. Et le troisième levier? Et alors le troisième levier, j'ai fait ça toute seule avec mes petits doigts. Facile, hein, avec les petits doigts. Il y avait des petites non. équipes derrière. Alors on est monté. Alors les grandes équipes, en fait, on est parti de 21 personnes, on est arrivé à 88 personnes. Donc voilà. Et les débuts ont été difficiles. Je me dépêche. Les débuts ont été difficiles. Et en fait, notre secret, là où ça commençait à bien marcher, il y en a dans mon équipe qui sont là, c'est quand on a commencé à embaucher sur des fiches de poste imaginaires. Parce que quand on fait 30% de croissance... De toute façon, on peut pas prédire l'avenir? On peut pas prédire l'avenir. Et quand vous faites 30% de croissance, il vaut mieux imaginer et embaucher votre contrôleur de gestion d'après-demain plutôt que celui dont vous avez besoin aujourd'hui. Ça s'est passé dans quel contexte, cette affaire-là? Tout allait bien, une acquisition, puis on déploie? Exactement. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est que Voltalia, c'est une société cotée sur Euronext, donc avec nos deux clôtures annuelles qu'on doit faire en moins de 3 mois, et qu'en même temps, on a géré 30% de croissance chaque année. Et voilà, que là, on est parti pour pareil. On vient de faire une très grosse levée de fonds, 376 millions d'euros. Il y a d'autres acquisitions sur le feu. Bah oui, mais je peux pas en parler. Mais il y a des projets, il y a du cash à dépenser, et donc on va faire beaucoup de choses encore devant nous. À suivre donc. Merci. Et beaucoup. On recrute. Merci beaucoup, Marie-Odile Lavenant, DAF de Voltalia. Vous ne manquez pas d'énergie. On garde le micro. Merci à vous. On va prendre la direction de la région Midi-Pyrénées. Philippe Reynaud, vous êtes avec nous. Je vous approche le micro. Je sais que vous n'êtes pas venu tout seul non plus. Ça, non, je ne suis pas venu tout seul. Et il n'a pas eu peur des grèves. Il vient de Toulouse. Donc je demande à Sébastien Gilbert de la société Yeofray de nous rejoindre. Eh bien, on est heureux de l'accueillir et de l'applaudir. Je te passe le micro. Alors juste, il nous a raconté une très belle histoire de directeur financier. Je laisse le soin de vous la faire découvrir. Merci beaucoup et bonjour Sébastien Gilbert. Bonjour. Yeofray, c'est presque un slogan, en tout cas c'est une marque, c'est la vôtre. Non. Racontez-nous cette histoire. C'est ça, alors j'ai pas d'aussi belles images que Yann Arthus Bertrand, par contre j'ai une jolie vache qui m'accompagne, une brebis et une chèvre. Donc Yeofray, c'est une entreprise qui fabrique des yaourts et de la crème fraîche. Pour toute la grande distribution, la distribution spécialisée, la restauration hors foyer. On est spécialisé dans le bio, puisqu'aujourd'hui plus de 30% de notre chiffre d'affaires se fait sur les bio. Un chiffre d'affaires, on le voit, de près de 95 millions d'euros. C'est ça, 200 salariés et 100 millions d'euros. Votre projet, il est inscrit création d'une direction administrative et financière. Il n'y en avait pas? Expliquez-nous. Non, il n'y en avait pas. En fait, notre projet, c'est un contre-pied à la centralisation et au centre de services partagés. Nous faisions partie d'un grand groupe coopératif laitier, le groupe Sodial, Candia, Yoplait, pour nous citer. Et tout était centralisé. La compta, la paie, la trésor, tout ce qu'on pouvait, avec un certain degré de complexité. Et en 2017, nous avons été revendus à une autre coopérative laitière, une petite coopérative dans le Cotentin, et s'est posé la question, qui va assurer ces prestations, ces fonctions support? Et là, notre nouveau président nous a dit, on va tout relocaliser
sur la filiale Yeo à Toulouse. Vous avez fait de la décentralisation, vous, hein? Tout à fait. Avec 2 messages clés, on va mettre du bon sens, voire du bon sens paysan. Du BSP, hein, le bon C'est sens ça. paysan, ça marche bien. Et on va mettre beaucoup de simplicité. Donc on a parlé de complexité, nous on parle de simplicité. Et vous allez voir que Yeo va être performant. Et en plus, Yeo, à 3 ans, vous allez devenir profitable. Parce qu'à l'époque, ça fait 8 années consécutives qu'on perd de l'argent. Pour piloter tout ça, il a fallu se mettre en ordre de bataille aussi au niveau de vos équipes, peut-être les constituer parce qu'elles n'étaient pas tout à fait organisées comme ça. Les compétences étaient là? C'est ça, mais non, il n'y avait pas les compétences. On est parti d'une feuille blanche, création d'un service comptabilité, d'une trésorerie, d'un système d'une équipe informatique et de tout le système d'information. Et là, une complexité supplémentaire, c'est que notre nouvel actionnaire nous dit mais on n'a pas de système d'information aussi performant que celui que vous avez aujourd'hui. Donc ils vont vous le piquer. Vous allez leur donner. Voilà, tout à fait. Plutôt. On est sur SAP et on est un full SAP, puis on a tout, dématérialisation de factures, tout, on a tout. Et donc, on va tout reconstruire pour Yeo et le groupe viendra se greffer après. Donc 3 ans de chantier, je ne sais pas si vous avez déjà géré la migration d'un outil de paye, ça prend entre 12 et 18 mois, mais nous on a fait la paye, la gestion des temps, SAP, les prévisions de vente, dématérialisation de factures, on a tout fait, un gros chantier technique de 3 ans. Aujourd'hui, ce chantier, il est arrivé à terme, il fonctionne, les résultats sont là? Alors, déjà, dans la sortie du grand groupe, on n'est pas parti les mains vides, puisqu'on s'est dit on va prendre tous les process qu'on a mis en place avec le temps, et on va mixer ça avec l'agilité d'une PME. Et ça, le mix des deux, ça fait un effet waouh. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec forcément des chaînes beaucoup plus courtes, une très grande réactivité. Juste 2 chiffres, hein. Notre chiffre d'affaires a fait plus 23% sur 12 mois glissants par rapport à la période précédente, dans un contexte laitier très compliqué. Et nos retards de paiement ont diminué de 15%. Ça aussi, c'est un bon indicateur. Les retards de paiement, le nouveau C'est système ça. A permis de les traquer et de les faire disparaître. Parce qu'on est directement sur le terrain. La personne qui fait la trésor, c'est la personne qui fait la compta client. Et on est beaucoup plus réactif. Et derrière, Yeo, donc cette nouvelle structure nous coûte moins cher que la prestation groupe. 40% moins cher. Quand même. Et Yeo est redevenu performant, rentable, non pas au bout de 3 ans, mais au bout de 2 ans. Et là, il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas su expliquer, puisque l'effet wow, il a été encore plus fort. Et en fait, c'est ce qu'a souligné Jean Stone ce matin. En fait, on est allé par cette simplicité, on est allé chercher cette intelligence collective qu'il y avait dans nos collaborateurs. Et là, il y a du sens. Et là, il y a du sens, et bien sûr. Merci. Merci beaucoup, Sébastien Gilbert. Yeo frais, ça se passe en Midi-Pyrénées. Bravo à vous. Alors, après le Midi-Pyrénées, on remet le cap à l'ouest et nous remontons vers la région Bretagne-Pays de la Loire. C'est Yannick Abivin qui représente cette région. Vous n'êtes pas l'un des co-présidents, mais non, vous êtes pas très du tout. proche d'eux, je le sais. Oui, très proche. Donc, ils n'ont pas pu venir ce soir, malheureusement. Donc, Arnaud Rivière et Jean-Philippe Frex. Et donc, on a eu notre trophée il y a 3 semaines. Écoutez, j'y étais, c'était formidable. Avec Nicolas Felger. Exactement. Donc, une très belle soirée. Et 4 beaux candidats. Alors, celui que vous avez choisi d'honorer en région Bretagne-Pays de la Loire, malheureusement, n'est pas non plus parmi nous. N'est pas parmi nous, mais il sera parmi nous par une vidéo. Donc, Tugdual Lamoine, directeur financier du groupe Gruau. Gruau carrossier à Laval. Et il va nous expliquer tout ça. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Merci. Alors, le groupe Gruau est d'abord une entreprise familiale qui fête ses 130 ans cette année et qui est une entreprise industrielle de l'automobile. On donne à des véhicules utilitaires un usage dont des professionnels ont besoin, qu'ils ne trouvent pas sur le véhicule nu. Alors, la problématique était d'opérer une transformation financière du groupe après une grosse période de croissance. Voilà, avec une dette senior à solder, avec des ressources nouvelles à trouver pour le développement qui s'inscrit dans le cadre d'un projet d'entreprise. Et puis également doter le groupe d'une structure et d'outils conformes à sa nouvelle dimension et à ses ambitions. Alors, j'ai d'abord contractualisé avec des banques régionales un crédit syndiqué permettant de rembourser la dette senior et d'inscrire l'entreprise dans une trajectoire à moyen terme. Et ensuite, j'ai mis en place un certain nombre d'outils comme le cash pooling, donc gestion de trésorerie centralisée, et un certain nombre d'outils de reporting permettant d'optimiser la gestion. Puis troisièmement, j'ai modifié un certain nombre d'outils de reporting, des outils informatiques aussi,
pour mieux correspondre aux besoins de suivi du groupe dans sa nouvelle dimension. Oui, ça nécessite aussi beaucoup de pédagogie et de communication, et surtout dans le respect de la culture d'entreprise. Voilà pour ce témoignage en vidéo du lauréat Bretagne Pays de la Loire, Tugdual Lamoine, le directeur financier de Gruau. Est-ce qu'il y a un petit commentaire à apporter? Non, sa vidéo est très claire. On va donc poursuivre avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Benoît Gann représente cette grande région. Voilà, bonsoir. Donc effectivement, je représente la région, Olivier Stéphane n'ayant pas pu se déplacer. Alors nous cette année, on a eu deux candidates et donc Mandarine Radisson. Mandarine Radisson. Voilà, Madison. Enfin, on peut faire plein de choses. Du coup, j'en perds les pédales. Donc Mandarine, s'il te plaît, excuse-moi encore pour avoir écorché ton nom et ton prénom à la fois. La directrice administrative et financière de SBM Compagnie. Voilà, on retiendra le doublé. Donc Mandarine nous a présenté un projet absolument fabuleux. Au-delà d'avoir été lauréate de cette année, ça a été la lauréate Waouh depuis 10 ans, qui nous a présenté un projet qu'elle va vous présenter en 3 minutes en respectant le temps imparti. Et nous, ce qu'on a retenu du côté du jury, c'est sa capacité de communication, sa force de conviction. Elle a été chercher des partenaires qui habituellement ne regardent pas les entreprises régionales, et elle a su aller les chercher. Elle a été chercher des financements. N'en faites pas trop quand même, Benoît. N'influencez pas le jury ni le vote du public. On va Je passe la parole Mandarine Radisson. à Mandarine. Merci. Merci beaucoup. Voilà, j'ai quelle beaucoup de introduction. pression. Mandarine Radisson, vous êtes la directrice administrative et financière du groupe SBM Développement. Vous êtes dans les plantes, vous, si je puis m'exprimer en ainsi. fait, effectivement, SBM crée, fabrique et commercialise des produits de protection et de soins des plantes, de culture et de l'habitat. Et nous sommes les précurseurs en matière de produits naturels, puisque nous avons depuis 2001 créé une gamme Solabiol, que vous devez tous connaître, j'espère, de produits pour le jardin naturel. Ah, voilà, qui nous permet de passer au-delà de tout ce dont on parle beaucoup dans l'actualité agricole. Voilà, vos produits, eux, sont respectueux de l'environnement, bien évidemment. Voilà, alors on le voit les chiffres, 680 salariés, 276 millions d'euros de chiffre d'affaires pour cette entreprise qui a réalisé une opération de transformation assez significative, pour ne pas dire totalement hors norme au regard de l'acquisition que vous avez menée. Tout à fait. Donc alors, je vais vous raconter un petit peu cette histoire et cette aventure extraordinaire. Moi, j'ai passé une première expérience en contrôle de gestion et j'ai rejoint le groupe en 97, un groupe qui s'est développé donc par croissance externe. Et j'ai grandi, je n'ai jamais connu la routine en 22 ans, j'ai grandi et mes compétences se sont étoffées au rythme des projets. Mais le projet dont je vais vous parler, je l'avais même pas imaginé. En effet, en 2016, nous avons repris l'activité Bayer Jardin en Europe et aux États-Unis. Cela a créé une augmentation de notre chiffre d'affaires que nous avons multiplié par 4, nos effectifs par 2,5 et une implantation dans plus de 19 pays étrangers alors que nous étions purement français. Donc ce projet incroyable était d'autant plus complexe qu'il s'agissait d'un carve-out. Un carve-out, c'est on ne reprend que les parties business. On ne reprend pas l'outil industriel. Non, pas à ce moment-là, mais on l'a repris juste après. Donc on reprend que les parties business, c'est-à-dire les équipes commerciales, marketing, les stocks, mais aucune fonction support, aucun système informatique dans notre cas, aucune entité légale. Et en plus, un délai extrêmement court, 6 mois pour tout mettre en place. Franchement, sur le papier, c'était presque impossible. Mais vous avez relevé on le défi y est arrivé. avec vos équipes. Avec nos équipes, Qu'est-ce que effectivement. vous avez réussi à mettre en place justement pour piloter cette transformation radicale? Alors, en fait, ce qui était important pour nous, c'est d'être dès le day one en capacité de pouvoir poursuivre le business, c'est-à-dire facturer, livrer et encaisser quand même, livrer, facturer les clients, voilà, bien évidemment, exactement, que nos fournisseurs puissent être payés, nos salariés aussi, et qu'on puisse payer nos taxes. Donc ça, c'était l'essentiel que nous avions. Donc moi, j'ai été un chef
d'orchestre quelque part, puisque donc j'ai réuni, non sans mal par moment, surtout avec certains prestataires extérieurs de renom, donc plus d'une dizaine de prestataires extérieurs, et 7 projets à faire en simultané, en 6 mois. Alors ces projets, c'était quoi? C'est d'abord trouver les financements, donc plus de 130 millions d'euros à lever sur cette période-là. Après, c'était construire toute l'équipe financière et son organisation, et notamment créer 2 centres de services partagés, un à Écully, à côté de Lyon, et un aux États-Unis. Enfin, recruter les personnes qui allaient dans ce centre de services partagés. Plus d'une trentaine de personnes en France, mais aussi à l'international. J'avais également à implanter les systèmes informatiques et paramétrer notamment les fonctions financières pour tous les reportings, mettre en place le cash pooling, créer les 19 entités légales dans tous les pays, tout ça en 6 mois, je vous le rappelle, ainsi qu'ouvrir tous les comptes bancaires. Nous avions également à rédiger les procédures et enfin, les moyens généraux, c'est peut-être un détail, mais pas pour les personnes qui arrivaient de chez Bayer, c'est-à-dire des bureaux, des voitures de fonction dans tous les pays et également des cartes bancaires corporate, très très important, et les assurances. Tout ça a été mené donc en un temps record et avec succès. Alors oui, globalement. Oui, nous sommes arrivés avec succès, mais pour être prêts à temps, nous avions dû renoncer à tout ce qui n'était pas essentiel. Et quand on a mis notre bateau à l'eau, ça a tangué quand même sérieusement, parce que ce que l'on avait construit était solide, mais restait sommaire. Donc on a dû, pour les années suivantes, donc dans les 2 années qui ont suivi, continuer à consolider notre bateau et notre embarcation, tout en gérant les flux quotidiens de 280 millions d'euros, et en continuant de nouveaux projets. Et c'est là que nous avons, parce que à la tête de ce groupe, il y a vraiment un esprit entrepreneurial très fort, nous avons acquis une usine de production aux États-Unis qu'il a fallu intégrer. Nous avons passé notre système de prix de revient de PMP en coût standard et nous avons créé un nouveau siège social que nous avons également financé. Eh bien, voilà, on va s'arrêter là. Mais... Ah non, il faut quand même que je puisse conclure, s'il vous plaît. Pour moi, il y a 4 grands facteurs qui nous ont permis de réussir ce projet. Le premier, c'est d'avoir su prioriser et voire même reprioriser, parce que la priorité du lundi n'est pas toujours celle du mercredi. Le deuxième, c'est d'avoir été agile, persévérant et également pragmatique. Par exemple, en acceptant momentanément d'abaisser nos critères d'exigence pour pouvoir atteindre notre but. Le troisième, c'est d'avoir pu construire et trouver les profils financiers qui convenaient dans ce système très complexe. Par exemple, des systèmes qui acceptaient que ce ne soit pas carré, comme ce qu'aiment tous les financiers, parce que là, tout était rond. Et enfin, la confiance de nos équipes pour nous suivre et la confiance qu'on accorde à notre équipe. Voilà, nous sommes prêts maintenant pour de nouvelles aventures avec une équipe forte et agile. Eh bien, on suivra ça avec intérêt. Bravo et merci Mandarine Radisson, SBM Développement. Allez, un dernier ou une dernière lauréate, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Je sais que les élections ont eu lieu, enfin les élections non, plutôt la soirée de la région Nouvelle-Aquitaine s'est tenue la semaine dernière, je crois. Je ne sais pas si il y a personne de la région pour Albine Roy-Constantin, qui est la présidente de la région, n'est pas parmi nous. Et je sais que la lauréate, puisque c'est une femme, c'est Flore Marotto, la directrice financière d'Invivox, ne pouvait pas non plus être là, mais elle nous a préparé un témoignage en vidéo que nous allons découvrir maintenant. Bonjour, je m'appelle Flore Marotto et je suis directrice financière d'Invivox. Invivox a été créé il y a 4 ans, donc en août 2015, par Pachi Hospital et Julien Delpech, donc tous deux ayant travaillé pendant plus d'une quinzaine d'années chacun dans l'industrie de la santé. Alors Invivox est une solution qui permet aux établissements de santé et aux fabricants de dispositifs médicaux de créer, gérer et promouvoir leur programme de formation médicale. Pour cela, nous avons créé 2 outils, donc un logiciel de création et de gestion de programmes de formation médicale et une plateforme web sous la forme d'une marketplace qui permet de centraliser et de vendre les formations médicales de nos clients à l'ensemble des professionnels de santé du monde entier.
Donc nos principaux clients sont des centres de formation, des hôpitaux publics, privés, des laboratoires, principalement en France et de plus en plus à l'international. Et InVivox a été créé il y a 4 ans et les premières années en fait ont été dédiées au développement bien sûr des outils, à la mise en place d'une organisation humaine solide qui est composée de 24 personnes aujourd'hui, toutes recrutées en Nouvelle-Aquitaine et avec une parité parfaite puisque nous sommes 50% d'hommes et 50% de femmes. Aujourd'hui, InVivox a convaincu plus de 200 institutions. 4000 professionnels de santé se sont formés par le biais d'InVivox, représentant un volume d'affaires d'environ 3 millions d'euros. Et InVivox a constitué aujourd'hui une base de données de professionnels de santé composée de plus de 100 000 médecins. Les principaux enjeux pour InVivox demain, c'est la réussite du scale-up, donc l'accélération de la croissance, et bien sûr l'internationalisation également, qui elle-même sera vecteur de croissance. J'ai rejoint donc InVivox il y a 4 ans et mon rôle de DAF a été de mettre en place donc les outils nécessaires au suivi et au pilotage de l'activité, d'aller chercher les financements bien sûr auprès des partenaires bancaires et investisseurs et puis d'œuvrer aux côtés de la direction générale dans la structuration de la société. Alors donc le projet mis en œuvre et présenté au Trophée des DAF Nouvelle-Aquitaine est celui de la série A d'InVivox, donc de la 2e levée de fonds d'InVivox qui s'est bouclée en avril 2018. Donc c'était un projet long, stratégique bien sûr, et non dénué de difficultés. Le contexte était celui d'une société qui disposait d'une trésorerie qui lui permettait de tenir 9 mois résiduels. Et l'objectif était de lever donc 3 millions d'euros auprès d'investisseurs connaisseurs du monde de la santé afin de finaliser notre solution et de la déployer en France et bien sûr à l'international. Le principal challenge que nous avons rencontré sur ce projet est que nous n'avions pas les indicateurs de performance traditionnellement attendus sur une série A. Et tout cela en fait en raison de notre double ADN, société numérique, généralement caractérisée par des croissances rapides, mais société dédiée à l'industrie de la santé et l'industrie de la santé étant caractérisée par des cycles longs, nous étions et nous sommes tributaires de ces cycles longs. Donc c'est ce que nous avons dû expliquer aux investisseurs et qui s'est bouclé par un succès puisque nous avons bouclé cette levée de fonds donc de 3 millions d'euros en avril 2018. Les principaux leviers sur lesquels nous nous sommes appuyés dans le cadre de ce projet ont été les suivants. Donc déjà un soutien solide de nos investisseurs historiques et de nos partenaires bancaires qui croyaient et qui croient bien sûr toujours au projet. Un réseau sur lequel nous nous sommes appuyés et qui nous a permis d'ailleurs de rencontrer nos investisseurs sur cette levée de fonds. Et puis bien sûr une équipe InVivox qui s'est montrée extrêmement collaborative, très impliquée dans le cadre de ce marathon. L'exercice, qu'il soit en amont ou en aval, a été extrêmement structurant pour la société. Ces 3 millions d'euros nous ont permis de poursuivre le développement de la solution InVivox, de recruter en Nouvelle-Aquitaine une dizaine de profils, également de repenser l'organisation de la société et les investissements de sorte à assurer la meilleure exécution possible. Alors si c'était à refaire aujourd'hui, je m'appuierais certainement davantage sur notre réseau aussi de financiers bien sûr, en les contactant en amont du projet, puisque ces feedbacks sont souvent très inspirants et source d'opportunités. Et puis c'est d'ailleurs ce que nous allons certainement commencer à faire prochainement, puisque nous allons préparer une nouvelle campagne de levée de fonds à compter du premier semestre 2020. Voilà pour cette candidature et cette intervention de Flore Marotto, la directrice financière d'InVivox. Alors effectivement, on me fait remarquer que les parités de temps ne sont pas forcément respectées entre ceux qui sont en live et ceux qui sont avec des formats enregistrés. C'est tout à fait exact, mais je suis certain que les jurys sauront en tenir compte. Et d'ailleurs, justement, on va maintenant passer au vote. Au vote, alors vous allez travailler, hein, les présidents de région, puisque vous allez entre vous définir le ou la lauréate, le trophée des régions, mais vous allez également pouvoir dans la salle procéder de la même manière avec une application Klaxoon dont je pense que le code va bientôt apparaître à l'écran pour pouvoir expliquer comment les choses vont fonctionner. Mais avant cela, je vais inviter tout de suite les partenaires. On en a parlé au début de cette soirée. Les 2 partenaires de ces trophées des régions à venir à mes côtés. Il s'agit de Patrick Bordas, qui est le vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables en charge des missions et des marchés. Merci beaucoup Patrick d'être avec nous. Et
Serge Maslia, le directeur général de Kyriba, qui est un spécialiste des solutions de gestion de trésorerie et de finances hébergées dans le cloud, comme on dit maintenant. Merci d'être avec nous. Alors je sais que vous avez été pris par Monsieur Maslia, vous avez été retenu par une réunion qui ne vous a peut-être pas permis d'entendre tout ce qui s'est dit là. Alors vous avez un appui en la personne de votre directeur de la stratégie, Jérôme Brun, qui doit être peut-être à vos côtés et qui peut peut-être venir à vos côtés s'il s'agit de commenter ce que nous avons entendu. Voilà. Alors vous avez effectivement un code qui apparaît devant vous sur cet écran. Il suffit d'aller à partir de votre application sur app.klaxoon.com. Vous allez à partir de votre navigateur sur le site Klaxoon. Vous allez rentrer ce code qui ne veut rien dire, 3YGEQY, et qui va vous permettre d'accéder directement à la page dédiée à cette soirée des trophées des régions des FCG, et vous allez pouvoir voter, retrouver déjà le nom des lauréats régionaux et de choisir celui que vous souhaitez voir couronné d'un prix du public. Voilà pour les règles. Je me tourne vers vous, les partenaires, parce que c'est important de vous accueillir à ce stade et de savoir un petit peu, peut-être en première réaction, ce que vous en avez entendu et pensé de la diversité des profils et des parcours. Qui veut commencer? Jérôme Brun. Ce que l'on a vu là, c'était vraiment très intéressant, parce qu'on a autant des projets de transformation que des projets purement financiers et des projets qui sont financiers et fiscaux. Et toute la palette, finalement, est couverte. Voilà, donc on a quand même une palette qui est largement représentée. Et ce qui est étonnant aussi, c'est le degré de motivation et la résilience. Je crois que c'était Charlotte qui parlait des résiliences des entreprises. Là, je pense qu'on peut saluer effectivement la résilience de l'humain, en particulier des DAF. Parce que passer 3 ans, par exemple, à faire une transformation sur... Certains parlaient de marathon, c'est ça, il faut avoir le souffle. Sur des systèmes, c'est compliqué aussi. Ce qu'on avait vu avec Yeo sur une création, c'est juste formidable. On reviendra évidemment dans quelques instants sur les métiers qui sont les vôtres. Patrick Bordas, vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, une première réaction aussi peut-être à la diversité des lauréats régionaux. Il y a des pépites dans nos régions. Au-delà de la diversité que je salue, c'était effectivement extrêmement intéressant. On se dit que finalement, on peut faire des aventures, des choses intéressantes, passionnantes, avec des projets de transfo au long cours, alors qu'on s'imagine que la vie d'un chef comptable ou d'un DAF, c'est le délai, la TVA tous les mois, les déclarations, le formalisme. Eh ben non, on peut aussi s'extraire du quotidien et se projeter dans des mondes où on a des projets qui vont au-delà de l'année, au-delà de 2-3 années, sans oublier quand même la contrainte, et ça a été cité 2 fois, du reporting semestriel quand on est coté. On a quand même quelques comptes à rendre à ces bailleurs de fonds, c'est la moindre des choses, mais on peut s'extraire complètement de ça et avoir une vie de gestion de projet qui se répand dans toutes les fonctions de l'entreprise, alors que c'était beaucoup moins le cas précédemment. Serge Maslia, je me tourne vers vous. Vous êtes le directeur général de Kyriba Europe. Vous êtes partenaire ce soir de cette soirée, et je sais que c'est pas un hasard. Vous teniez à pouvoir accompagner finalement votre expertise, ces itinéraires et ces réalisations. On l'a dit, spécialiste de la gestion de trésorerie hébergée dans le cloud pour cette entreprise franco-américaine qui a une dimension beaucoup plus large que cela aujourd'hui à vocation européenne. Votre engagement, comment le résumeriez-vous ? Alors d'abord, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt toutes les interventions, parce que j'ai réussi quand même à vous avez le don d'ubiquité. Mais ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, on sort complètement de la zone classique entendue de chalandise d'un directeur financier, d'un responsable financier, avec des véritables projets de transformation qui embarquent bien au-delà, je dirais, de la fonction financière, de la fonction comptable, toute l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne fait de doute pour personne, le directeur financier, le responsable financier est là pour extraire toute la puissance de l'entreprise et pouvoir accompagner son développement et souvent engager maintenant des projets qu'on croit impossibles et que finalement on arrive à faire. Ça a été relevé plusieurs fois.
Kyriba, effectivement, c'est le leader hein, dans la gestion, dans le cloud, comme on dit, au niveau mondial, de la gestion de la liquidité, de la trésorerie. Et Kyriba a pour vocation justement d'accompagner ces directions financières dans, je dirais, la visibilité du cash qui reste le nerf de la guerre, de la liquidité dans tous ses états, dans toutes ses formes, dans toutes les géographies, dans toutes les devises, dans tous les termes. Cette capacité à maîtriser finalement la liquidité là où elle se trouve ou là où elle se trouvera, eh bien, est une source de financement, est une source de croissance pour le directeur financier qui va accompagner l'entreprise. Il était donc très important pour nous de nous associer à la démarche de la DFCG qui justement encourage et développe toutes ces réflexions autour de la puissance de la fonction financière pour développer l'entreprise. C'est pas réservé aux très grands groupes, aux grandes entreprises, ces solutions dans le cloud, comme on dit maintenant? Non, absolument pas. Aujourd'hui, effectivement, comme souvent, c'est d'abord les grands groupes qui ont cette réflexion d'ensemble pour essayer de voir où est la liquidité, où est le cash, où est le potentiel finalement de ressources internes en termes de cash. Qui aussi a la possibilité de déplacer ce cash de manière automatisée avec ce qu'on appelle les paiements de factory, ce qui nous permet de concentrer tous les ordres de paiement et de les générer de manière optimisée, qui a aussi la capacité à le développer. Aujourd'hui, le cash sert aussi à se développer. C'est, je dirais, une expansion en propre avec les solutions de supply chain, de reverse factoring qu'on connaît bien dans les directions financières, de dynamic discounting pour payer en avance ses fournisseurs. Et puis, de plus en plus, c'est la gestion du risque et la protection contre les risques de change, de fraude, de liquidité, la cybercriminalité qui se développe. Tout ça englobé dans une logique technologique. On est cloud, Kyriba est cloud au départ, mais c'est aussi un énorme, je dirais, ensemble, un data lake, comme on dit, d'informations, de big data, d'analytics, qui nous permet de générer des algorithmes d'intelligence artificielle. On est avec de l'IA, hein, évidemment, dans votre métier. C'est de l'IA, de la BI. Data scientist. Et on est vraiment là pour alerter et pour accompagner le directeur financier, le responsable financier, le responsable de trésorerie sur les comportements anormaux, atypiques, et lui faire des propositions justement pour gérer au mieux ce nerf de la guerre qui est la liquidité dans l'entreprise. Merci beaucoup Serge Masli. Alors les experts comptables évidemment eux aussi sont aux côtés des entreprises et on le sait en région c'est particulièrement fort le lien qui unit les entreprises et les experts comptables. Patrick Bordas, votre engagement au sein du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables aux côtés des directeurs financiers, il se traduit de quelle manière? D'abord, je voudrais dire que autant Kyriba n'est pas réservé aux grands groupes, autant l'expert comptable ne travaille pas que dans et pour les petites entreprises, même si c'est le cœur de sa vocation. Vous avez raison de le souligner, parce que ma formulation pouvait laisser à penser que je pensais ça exactement. Vous avez raison. Je ne fais pas de procès d'intention, j'essaie juste de faire la promotion de la profession que j'ai le bonheur d'incarner. Un expert comptable, il répond à deux conditions. L'une, c'est qu'il a un diplôme qui s'appelle le diplôme d'expertise comptable, et un certain nombre de directeurs financiers et de membres de l'association DFCG en sont titulaires. Et c'est quelqu'un qui est inscrit dans un ordre professionnel qui est le garant de sa bonne moralité, de sa déontologie, de sa formation, etc. etc. D'abord, ce que nous portons, c'est que nous sommes, comme les directeurs financiers et les contrôleurs de gestion, aux côtés du chef d'entreprise pour produire de l'information, pas de la donnée, pour produire de l'information pour qu'il prenne les bonnes décisions. Outils d'aide à la décision. Alors, outils et puis jus de cervelle aussi, parce que l'intelligence artificielle, même si c'est un peu le barbarisme d'une traduction un peu approximative du mot intelligence, qui ne veut pas dire l'intelligence telle qu'on la connaît, niveau du QI, mais qui veut dire capacité à appréhender de l'information et comprendre ce qui se passe. On a encore la bonne vieille intelligence réelle, ça marche encore, je vous garantis, il suffit d'essayer, même si sans le support de la techno, c'est plus compliqué qu'avant. Donc ça, on fabrique de l'information pour que les chefs d'entreprise puissent prendre les bonnes décisions. On a
un point qu'il faut avoir, et probablement qui est l'une des différences, c'est que quand on conseille un boulanger, un transporteur, un pharmacien ou un plombier zingueur, s'il ne comprend pas ce que je dis, c'est pas parce qu'il est bête, c'est parce que j'ai pas bien expliqué. Drôle de pédagogue essentiel dans votre métier. Pour des gens, parce qu'on peut avoir des gens qui sont meilleurs ouvriers de France, pâtissiers, mais qui n'a pas la capacité à gérer des sujets de BFR, de crowdfunding, de data lake, etc. Mais s'il ne comprend pas, c'est pas parce qu'il n'est pas outillé pour, c'est juste que c'est pas son univers, et c'est pas à lui de venir vers moi, c'est à moi d'aller vers lui. Et un contrôleur de gestion ou un directeur financier, il n'est pas là non plus pour épater les foules, les masses populaires, et dire à son patron, qui lui est malheureusement juste ingénieur en physique des matériaux ou en physique des plasmas, qui ne comprend même pas les joies du BFR. C'est aussi à lui de se mettre à la portée de son interlocuteur. Voilà. Ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important. Et le deuxième point, c'est que nous avons voulu pousser, depuis que nous sommes aux commandes de cette profession, deux choses qui sont l'une, le conseil, c'est-à-dire que un expert comptable, comme avait dit un jour un copain client centralien, il dit c'est juste un con derrière une table, un comptable. C'est jamais agréable à entendre. C'est pas juste quelqu'un qui fait du débit-crédit, c'est quelqu'un qui peut faire parler l'information et la donnée. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on aille là où ils ne nous attendaient pas, c'est-à-dire sur du conseil, c'est-à-dire de la production de jus de cervelle non récurrent sur un sujet compliqué qu'on ne peut pas déléguer à une machine ou à une petite main. C'est ça votre proposition de valeur la plus différenciante, d'une certaine manière. C'est certainement ça, et c'est tout ce que l'on pousse aujourd'hui, notamment pour aller adresser la fonction finance des entreprises, mais pas seulement, puisque la profession travaille beaucoup et de plus en plus à adresser la fonction RH dans les entreprises, avec évidemment la production des bulletins de salaire, c'est la moindre des choses, la mise en œuvre du prélèvement à la source, qui nous a d'ailleurs amené beaucoup de clients chefs d'entreprise qui ne voulaient pas se retrouver, en plus du reste, collecteurs d'impôts, mais aussi tout ce qui est la GPEC, les indicateurs, l'index égalité salariale femmes-hommes, qui va concerner toutes les boîtes de plus de 50 salariés à compter du 1er mars, donc il y a quand même un certain nombre de sujets. On accompagne les entreprises. Et la deuxième chose, c'est que le diplôme d'expertise comptable, qui n'est juste pas très facile à obtenir, il y a à peu près 1000 diplômés par an, et la moitié va en entreprise. Et cela, vous aimeriez bien qu'ils pensent un peu plus souvent à vous. Enfin, à vous, c'est à l'ordre. Alors, ça, c'est le point de vue de l'ordre, qui est de se dire que, comme dans d'autres professions, comme nos amis pharmaciens, par exemple, il y a les pharmaciens de l'industrie qui sont inscrits à l'ordre, et les pharmaciens de l'officine, qui sont aussi inscrits à l'ordre, mais pas tout à fait au même endroit. Mais ça, du point de vue du titulaire du diplôme, il y a aussi un sujet de, comment je pourrais dire ça, de fluidité de la carrière, parce que on n'est pas à l'abri, et tout ce qui a été expliqué tout à l'heure, d'être dans une boîte et d'être un voyageur immobile. C'est-à-dire que j'étais assis sur un fauteuil qui appartenait à quelqu'un, puis ce fauteuil appartient à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre me dit, bah écoute, je suis désolé, mais aujourd'hui j'ai 2 DAF, 3 DAF, 4 DAF, parce que j'ai racheté des boîtes. Amstramgram, c'est toi qui sors. Et le fait de pouvoir s'inscrire dans désormais ce que nous appelons les experts comptables en entreprise et de rester connecté à la profession peut être un moyen aussi pour tous ces professionnels qui sont en entreprise de faire des années. Là, vous passez un appel, hein, parce que la loi est en train de changer. Il y a des nouvelles dispositions qui sont offertes dans le cadre de la loi Pacte. Merci Xavier. Ça fait partie effectivement des dispositions de Pacte qui sont entrées en vigueur depuis un décret du 19 novembre 2019. Donc c'est en plein dans l'actu. Et donc, en continuité du tableau de l'ordre des experts comptables, il y a désormais une liste des experts comptables en entreprise. Et j'invite toutes celles et ceux qui ont, dans votre entourage, qui ont ce diplôme, à se rapprocher de la profession, parce que on ne sait pas de quoi l'avenir professionnel peut être fait, et qu'on connaît des pharmaciens qui sont aux affaires réglementaires dans un labo, qui se retrouvent à reprendre une officine, et puis un beau jour, en ont marre d'être au comptoir, la revendent et retrouvent un job de directeur de prod dans un labo. Ben, c'est un peu ce type d'aller-retour et de passage. Il y a des diplômés d'expertise comptable chez Kiriba. Vous allez regarder, je suis sûr, Serge Messier. Alors, non, il n'y a pas de diplômé. Enfin, je ne recrute pas sur ce critère, contrairement à des fonctions précédentes que Patrick a bien connues. En revanche, c'est ce que dit Patrick Bordas, c'est très important, dans la mesure où, effectivement, il faut pouvoir passer, je dirais, d'un métier de sachant à un métier plus, on va dire, d'exploitant ou de... Il y a un bon exemple, hein, je crois. Voilà, c'est Jérôme Brun. D'après ce que j'ai cru comprendre. Comptable, mais dans la trésorerie. Voilà. Vous avez rejoint l'entreprise il n'y a pas longtemps, après une première partie de carrière dans un autre métier. Oui, absolument. Enfin, il y a quand même un fil conducteur sur toute ma carrière qui est celui de la trésorerie, puisque j'avais commencé assez humblement sur ce qu'on appelait les money market et les FX desk.
Puis je suis passé au conseil dans lequel je suis resté 13 ans et demi puisque j'étais associé chez Ernst & Young sur la partie corporate trésorerie. Et je décidais de bouger effectivement sur le monde de l'éditeur. Donc c'est un changement aussi, ça fait partie, je pense, des quelques disruptions sur lesquelles il va falloir s'habituer. Tout à l'heure on entendait le terme d'agilité. Un point que Patrick énonce qui est très important, c'est le côté réseau. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on est en train de changer aujourd'hui. Il n'y a pas de filière royale, comme on l'a vu ce soir aussi, il n'y a pas de... Il y a des profils très différents qui se sont présentés à nous finalement ce soir. Et c'est un peu tout ça qui compte, et pour regarder demain, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut partir. Alors, on va voir maintenant, puisque nous sommes aussi là pour ça, qui est le lauréat des présidents de région et le prix du public. Je crois qu'on doit nous apporter des enveloppes. Sont-elles prêtes? Est-ce que les jurys ont délibéré? Est-ce que le jury des présidents de région qui est réuni en conclave au fond de cette salle a, oui, on me fait un pouce en l'air, donc je pense que ça doit être bon. On va nous apporter l'information. Et quant à l'information du vote du public, via Klaxoon, on devrait aussi pouvoir connaître très rapidement l'identité du lauréat. On doit normalement, j'ai pas d'oreillette, donc on doit m'apporter l'information en direct. Et normalement, il est prévu que ce soit Patrick Bordas qui remette le prix des présidents de région au lauréat ainsi désigné, en compagnie du président de région de la région concernée. J'espère être à peu près clair dans mon expression. Voilà des enveloppes qui arrivent. Quant au prix du public, eh bien c'est Serge Maslia qui le remettra pour Kiriba. Voilà les enveloppes. Trophée des régions. Trophée des régions. Alors, prix des présidents. Le prix des présidents, c'est pour vous, Patrick. Il va falloir ouvrir cette enveloppe. Je vous tends le micro. La fébrilité est à son comble, l'émotion aussi. Prix des présidents, trophée des régions. Voilà. And the winner is... Eh ben, c'est Madame Radisson que je voudrais avoir avec moi. Voilà. Et c'est la région, on la rappelle tout de suite. C'est la Nouvelle-Aquitaine. Non, c'est pas la Nouvelle-Aquitaine du tout. C'est Auvergne-Rhône-Alpes en compagnie de Benoît Gane. Est-ce que Benoît Gane est encore parmi nous? Oui, il va nous rejoindre. On va vous donner le micro. Petit commentaire et réaction. Eh bien, merci. Et surtout, je veux féliciter mon équipe qui est venue en petit nombre du fait de la grève, mais qui est vraiment là et sans qui j'aurais pas pu réussir ce projet. Je remercie aussi Jean-Paul et Alexandre Simener, les deux fondateurs du groupe, qui m'ont donné l'opportunité de vivre ce projet. Voilà. Et je suis très fière d'avoir été un des acteurs majeurs de la transformation de SBM. Et je suis également, comme je vous l'ai dit, prête avec mes équipes pour les nouvelles aventures du groupe. Voilà, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Benoît Gane. Vous aviez déjà dit tout le bien que vous pensiez cette candidature, donc vous êtes évidemment un homme heureux ce soir. Je vous ai pas du tout entendu. Je vous disais que vous aviez déjà dit tout le bien de ce que vous pensiez de cette candidature. Je ne commence pas et je dirais simplement félicitations Mandarine et à tous les autres candidats également. Merci beaucoup. Alors, ça c'est le prix des présidents de région. Bravo Mandarine Radisson, on peut encore vous applaudir. Restez parmi nous. Nous allons maintenant découvrir le vote du public. Qu'est-ce que le public a choisi? Et c'est avec vous, Jérôme, vous avez l'enveloppe. Je vous donne un micro pour pouvoir proclamer. Allez-y. Eh bien, je pense qu'on va faire des allers-retours puisque c'est Mandarine Radisson de SBM. Voilà, j'avais dit que peut-être il y aurait coïncidence entre le vote du public et le vote des présidents de jury. C'est effectivement le cas. Vous avez bien fait de rester, Mandarine Radisson. Vous repartez avec 2 trophées. Bravo à vous. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi de cet enthousiasme? Je suis vraiment flattée et j'ai trouvé quand même les autres projets très intéressants. Donc je félicite quand même tous les lauréats de toutes les régions. J'ai été vraiment élégance et fair play vous caractérise également, bravo à vous. On peut vous féliciter. Un commentaire, peut-être des partenaires et des... Serge Maslia. Moi j'ai eu la chance d'écouter effectivement Mandarine nous présenter son projet et j'ai tout de suite été impressionné par le fait que c'était impossible, donc elle l'a réussi à le faire. Donc voilà, c'est ce qui m'a vraiment... cette capacité à se dépasser est vraiment une caractéristique extrêmement forte aujourd'hui des directions financières. Donc bravo pour ça. Merci beaucoup.
Voilà, on arrive au terme de cette soirée. J'espère qu'elle vous a plu. On a eu beaucoup de partage, d'émotions et de satisfaction. J'invite tous les présidents de région, tous les lauréats régionaux à venir sur la scène pour la traditionnelle photo qui immortalisera cette soirée. Et bien entendu, vous êtes tous invités à poursuivre les échanges lors du cocktail dînatoire qui est servi sans doute dans les étages. Je vous souhaite une bonne soirée.